Alors bonjour à tous. Je vous propose de démarrer notre webinaire du jour. Donc bienvenue à ce webinaire dédié aux entreprises de Guadeloupe et consacré au financement des investissements grâce aux subventions, à la défiscalisation et au crédit d'impôt recherche et innovation. Donc avant toute chose, je me présente. Je suis Alexis Meunier, le responsable régional chez BL Développement pour les Antilles et la Guyane. Nous organisons ce webinaire en partenariat avec Synergile, le pôle d'innovation spécialisé dans la transition énergétique et écologique. Adrien, je vous laisse nous présenter votre pôle. Oui, bonjour à tous, je m'appelle Adrien Vialgois, je dirige le pôle d'innovation à Synergile, pôle d'innovation spécialisé dans la transition écologique et énergétique. Merci de vous être inscrits nombreux, il y a 35 inscrits, essentiellement des membres de Synergile. On organise ce webinaire avec DL Développement, qui est partenaire de Synergile depuis 2022, qui s'inscrit dans une série de webinaires dans le but d'accompagner les entreprises du territoire dans leur développement en Guadeloupe et aux Antilles. Voilà, donc c'est une série de webinaires à destination des porteurs de projets, des institutions, des entrepreneurs innovants et pour accompagner leur développement. Voilà, pour parler de la thématique d'aujourd'hui, donc les différents dispositifs, le crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation, la défiscalisation et les subventions, on a choisi donc de laisser la place à les experts du sujet, dès le développement, qui va poursuivre avec vous la présentation et puis on gardera un petit moment pour les questions. Merci à tous de vous être connectés. Alors, je vais vous présenter maintenant très rapidement notre groupe DL Développement en quelques mots. Donc DL Développement est un groupe composé de 4 sociétés. Nous sommes spécialistes de l'audit et du conseil opérationnel autour du compte de résultat. Notre objectif est de vous faire réaliser des économies, de sécuriser vos comptes et de vous faire accéder à des financements. Donc c'est l'objet de notre webinaire du jour. Nous accompagnons nos clients à travers d'une approche globale en intervenant sur différents champs, donc les charges fiscales, sociales, générales, financières, et ainsi que déjà évoqué sur la recherche de financements privés et publics. Ça fait plus de 30 ans que le groupe existe. Nous avons aujourd'hui plus de 6700 clients qui nous font confiance. Nous souhaitons toujours être au plus près de nos clients. Donc nous sommes présents à travers un réseau d'une dizaine d'agences, aussi bien dans l'Hexagone que dans les Outre-mer, où nous sommes les numéros 1 du secteur. Sur la planche suivante, voilà, donc on vous présente quelques références de clients dont nous sommes partenaires aux Antilles. Je vous laisse en prendre connaissance. À noter que nous travaillons aussi bien pour de grands groupes que pour de jeunes structures en plein développement. Concernant la recherche de financement, nous sommes la seule société aux Antilles à être référencée par le médiateur des entreprises, donc un service du ministère de l'économie, en tant qu'acteur du conseil en crédit d'impôt recherche. Outre le gage de qualité et de sérieux dans nos prestations que ces différentes certifications nous permettent d'obtenir, cela garantit notre capacité à identifier les financements les plus importants dans votre région, de calculer votre assiette de financement au plus près, de monter les dossiers justificatifs pour répondre aux éventuelles demandes de l'administration et enfin de sécuriser vos dispositifs de financement en étant toujours en relation directe avec les organismes de financement. À noter, DL Développement est adhérent d'une charte de bonne pratique qui assure un haut niveau de prestation à nos clients et une parfaite maîtrise des dernières jurisprudences et évolutions législatives sur chaque sujet, puisque, comme vous le savez, ces dispositifs évoluent en permanence. Nous avons une agence aux Antilles avec une équipe locale et donc nous connaissons les enjeux locaux. Je dois préciser, et c'est important, qu'aucune de nos missions n'est sous-traitée, ce qui nous permet de garantir la qualité et la maîtrise de nos prestations. Alors, je vais maintenant passer la parole à nos experts. Donc, Quentin Drouot, consultant en subvention, Anne-Sophie Coulbeau, consultante CIOP, et Christophe Cinquin, consultant en crédit d'impôt recherche et crédit d'impôt innovation. Donc, nous allons faire le point sur ces différents sujets, en particulier sur les subventions, pour démarrer, sur les subventions européennes et régionales disponibles en Guadeloupe. Concernant les questions, je vous propose de les noter et de nous les envoyer dans le chat et nous pourrons apporter nos réponses à la fin de la présentation. Quentin, je te laisse la parole. Merci Alexis. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc avant de présenter quelques dispositifs liés au financement des entreprises, il convient de rappeler, peut-être que ça peut être, comment dirais-je,
une information pour certains, une piqûre de rappel pour d'autres, quelques éléments clés dans la recherche de financement public, le montage de dossiers, l'obtention des financements et surtout de la sécurisation des fonds. Alors, petit rappel de base, donc un projet éligible peut être cofinancé jusqu'à 80% de financement public en fonction des dispositifs. La logique des financeurs peut fonctionner de deux manières, soit au fil de l'eau, c'est-à-dire en continu, ou alors via appel à projet, avec un calendrier précis et des deadlines à respecter. Les cumuls, la possibilité de mailler plusieurs financements possibles est possible, voire même souhaitable en fonction des types de projets. Parce qu'il faut savoir que l'une des difficultés est de trouver un financeur. Une fois qu'on a trouvé un en fonction des thématiques, c'est plus facile pour en trouver d'autres. C'est important de le savoir, je pense. Autre critère important à avoir en tête avant de réfléchir sur la réalisation d'un projet, il convient d'effectuer la demande auprès du financeur avant de commencer le projet. C'est la règle de l'incitativité, parce que sans cela, le financement ne pourra pas être possible sur votre projet, au sens où le financeur peut se dire que si l'entreprise ou le porteur de projet a commencé ses travaux, qu'il n'a pas besoin de financement public. Voilà, donc très important d'enclencher les démarches auprès du financeur en amont de tout démarrage des travaux. Quand on dit démarrage des travaux, on entend également devis signé. Une signature vaut démarrage des travaux. Et enfin, et c'est pour ça que c'est important d'être accompagné tout au long de la durée de vie du projet, de A jusqu'à Z, parce que une fois que, si par chance ou par talent, on peut avoir une subvention sur un projet, la notification ne fait pas tout. Il convient justement de pouvoir prouver, de la réalité du projet et d'avoir, comment dirais-je, des éléments assez conséquents en termes de suivi de projet. Voilà, donc la notification ne fait pas tout, il convient d'être en capacité de prouver ces différents éléments. Maintenant, nous allons évoquer les différentes thématiques auxquelles des financements sont possibles, en commençant par recherche, développement, innovation. Dans ces grandes lignes, dans ces objectifs sur cette thématique, il peut y avoir plusieurs types d'interventions au niveau des financements, au niveau de la recherche fondamentale, des développements de nouveaux produits et services. Il peut y avoir des projets liés à l'innovation technologique, mais pas uniquement, de procédés, de services. Toutes les entreprises sont éligibles, start-up, PME et les groupes, avec quand même, il faut l'indiquer ici, une attention particulière au niveau des start-up et des PME. Quand on dit PME, il convient de l'entendre au niveau à la fois groupe et au sens européen du terme, c'est-à-dire 250 ETP maximum avec 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Les formes d'aide peuvent être multiples. La plus courante, la plus connue, c'est la subvention. Mais il peut y avoir aussi deux autres types d'aides, avance remboursable à taux zéro et prêt à taux bonifié. Souvent, c'est à taux zéro. C'est-à-dire que le financeur vous avance les fonds et après, il convient de le rembourser avec un délai qui peut être très intéressant et un taux plus que compétitif. Les types de projets peuvent être monopartenaires ou collaboratifs. Ce qu'il faut savoir aussi sur ce type de dispositif, c'est que quand une grande entreprise veut solliciter un financement public, il convient souvent de s'associer à une PME. Voilà. Nous allons ensuite, à la slide suivante, présenter vraiment plus dans le détail au niveau de votre région Guadeloupe, l'intervention de BPI-France dans le cadre de France 2030, où il y a 3 types d'appels à projets, donc IDEMO, accompagnement et transformation des filières et projets d'innovation. Les domaines ciblés sont identiques aux 3 items, ils peuvent être, c'est assez large et varié, ça passe à, comment dirais-je, de l'agriculture, des énergies renouvelables, du tourisme, du sport, de la protection et préservation de l'environnement, de l'économie circulaire et de la gestion des déchets, avec quand même une constante, un objectif phare qui est qu'il convient qu'il y ait justement une dimension de recherche et développement. Voilà, donc pour le projet collaboratif, il faut qu'il y ait 2 partenaires minimum, associant partenaires industriels, PME et un partenaire de recherche. C'est important, avec des dépenses minimales qui sont assez conséquentes pour un coût total de 1 million d'euros.
Le type de financement peut varier entre de 25 à 60% des dépenses éligibles en fonction du type de projet. Voilà. La date de clôture est au 28 octobre 2025. Ça peut paraître très long, très loin. On peut avoir l'impression qu'il nous reste du temps, mais à partir du moment où c'est un projet collaboratif, il convient de trouver des partenaires, monter le projet, définir qui fait quoi, prendre la tâche en amont avec le service instructeur. Donc ça peut aller très vite. Donc ce temps passe très vite. Ensuite, accompagnement et transformation des filières. Donc là, le ticket d'entrée entre guillemets est moindre puisque les dépenses maximales sont à hauteur de 400 000 €. Et il convient justement là pour ce type de projet de mettre en place des unités industrielles partagées. Hein, c'est important. Les outils collaboratifs, des plateformes technologiques mutualisées. Donc là, encore une fois, le mode de fonctionnement est en subvention à hauteur maximum de 40%, ce qui n'est pas négligeable. Et pour finir, sur ce volet régionalisé, il y a des projets d'innovation, où là, ces projets peuvent être monopartenaires. Donc, il peut y avoir qu'un seul porteur de projet qui est séparé en deux types. Hein. Il y a ce qu'on appelle les études de faisabilité pour voir si le projet est possible. Et une fois qu'on a déterminé la faisabilité de ce projet, il y a des financements pour le développement et l'après-industrialisation. Voilà, donc avec une assiette minimale de 100 000 € pour les PME. Par contre, le mode de financement est mixte, mixte entre de la subvention et de l'avance remboursable. Donc la date de clôture de ces deux derniers appels à projets est à la fin de l'année, au 31 décembre. Nous allons maintenant intervenir sur un autre financement majeur de cette ambition, hein, donc, qui est recherche, développement et innovation, qui est le FEDER, donc Fonds européen de développement économique régional, autour de 4 grandes thématiques: développer et améliorer les capacités de recherche et d'innovation, comme je viens de le dire, renforcer la croissance durable et la compétitivité des PME. Hein, la taille de l'entreprise est très importante pour ce dispositif. C'est, comment dirais-je, réservé aux PME pour le volet entreprise, sur cet axe-là. Il y a aussi un financement vraiment lié autour de la numérisation. Voilà. Le mode de fonctionnement, comme ça a été évoqué au début, est un mix entre fil de l'eau et appel à projet. Alors pour tout ce qui est recherche et innovation, il n'y a pas d'appel à projet ouvert à ce jour. Hein, donc mon rôle est d'effectuer une veille permanente pour déterminer justement les dates d'ouverture de ces appels à projets. Pour tout ce qui est autour du volet numérique et compétitivité des PME, c'est au fil de l'eau. Donc, à partir de là, comme la programmation se termine en 2027, nous avons jusqu'au 31 décembre 2027 pour déposer un projet. Alors, les seuils d'intervention et les aides peuvent varier entre 50 et 70% en fonction de la taille de l'entreprise. Et ce qu'il faut savoir, qu'il y a une particularité dans votre région en termes de dépôt des différents projets au niveau du FEDER, c'est que ça se fait en 2 temps. Il y a le pré-dépôt, c'est-à-dire un échange en amont avec les services instructeurs pour vraiment caler au mieux le projet, le périmètre financier également. Et ensuite, une fois que c'est sécurisé en amont, il y a le dépôt officiel. Voilà. Ensuite, nous avons, des aides strictement région de la Guadeloupe, hein, sur ce volet. Donc, aide régionale à la recherche, développement et à l'innovation, l'ARDI. Donc, encore une fois, le public cible est encore le même, entre guillemets, hein, avec un focus, hein, sur les startups et les TPE-PME. Le montant maximum, c'est 45% des dépenses éligibles avec un plafond d'aide à 50 000 €. Hein, donc là, ça fait écho à ce que je vous disais en préambule, où il est possible de mailler les différents financeurs publics sur un même projet. Voilà. Les dépenses éligibles, hein, salaire et charges de personnel, l'amortissement, les coûts de sous-traitance. Voilà. Et le mode d'intervention est à hauteur de 100% en subvention et c'est au fil de l'eau. Ensuite, le second volet, hein, justement, des dispositifs qui sont ouverts, c'est sur en tout cas pour vous, entreprises, un investissement industriel et de production. Donc là, nous avons comme objectif, comme tendance, comme ambition, vraiment, hein, de pouvoir que le financeur public puisse cibler ses financements au niveau des PME pour vraiment dynamiser tout ce qui est production, avec un focus, hein, sur les investissements capacitaires, la numérisation, encore une fois, la création ou l'extension d'établissements,
et également aussi tout un volet diversification d'activités industrielles. Donc les dépenses éligibles sont les actifs corporels, incorporels, la sous-traitance, la mise en service. Maintenant, on peut avoir dans plus en détail ce que propose BPI France, toujours dans le cadre de France 2030 sur cette thématique-là, avec l'appel à projet première usine. Donc là, nous avons beaucoup plus de temps pour pouvoir monter le dossier et y répondre, puisqu'il est ouvert jusqu'au 15 décembre 2026, ou jusqu'à épuisement des fonds, donc ce qui laisse quand même plus de temps pour pouvoir sécuriser le projet. Il est ouvert aux PME ou alors aux ETI, présentant des caractéristiques d'innovation et d'hypercroissance. Les projets vont de 12 à 48 mois en vue de pouvoir commercialiser des produits innovants. Donc, première unité de production, implantation d'une unité de production industrielle, installation d'une ligne pilote également, et ainsi que des plateformes industrielles mutualisées. Les types de dépenses éligibles doivent être directement rattachés au projet. Les frais annexes sont calculés au forfait. Bon, après, on pourra prendre attache directement avec vous pour parler de ces plus en détail de ces critères. Mais ce qu'il faut savoir, c'est vraiment que ce dispositif existe si vous souhaitez justement développer ce type de projet en Guadeloupe. Nous avons aussi d'autres exemples d'appels à projets. J'en ai cité quelques-uns qui peuvent être intéressants à la fois en termes de thématique et de temporalité. Bon, cet appel à projet là intervient au niveau de la santé, avec une possibilité pour des projets individuels ou des projets collectifs. Encore une fois, quand c'est un projet collectif, il faut qu'une PME soit associée au projet. Les natures de dépenses éligibles sont soit d'investissement, entre 10 et 35% financés, ou de recherche-développement, entre 25 et 55% financés en fonction de la taille de l'entreprise. L'idée est vraiment de pouvoir financer tout ce qui est bioproduction pour les thérapies innovantes, de la recherche sur les maladies infectieuses ou les menaces de type nucléaire, radiologique, biologique et chimique. Donc les modalités de financement, c'est 60% sous forme de subvention, 40% sous forme d'avance remboursable, avec une date de fin au mois d'octobre de cette année. Autre exemple, sans forcément rentrer dans le détail, il y a aussi une intervention au niveau de l'agroalimentaire. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail parce que le temps est contraint, donc je vais essayer d'avancer plus vite. Où on va passer maintenant à tout ce qui est financement au niveau de la production et consommation responsable, où l'idée est vraiment, comme vous le savez sans doute, et c'est la grande tendance du moment et pour de nombreuses années, produire c'est bien, investir c'est bien, mais encore faut-il respecter l'environnement. Ça permet justement de pouvoir vivre dans un monde habitable pour nos enfants, tout en allégeant les coûts. C'est pour ça qu'il y a ce type de financement public qui est proposé aux entreprises, aux autres structures publiques, aux bailleurs sociaux, en vue d'effectuer de la rénovation énergétique notamment, et de pouvoir produire de manière, on va dire, de verdir la production industrielle. Quelques exemples de financement et d'appel à projet. Il y en a un qui est proposé par l'ADEME, qui propose un financement pour le réemploi des emballages, qui se clôture à la fin de l'année. Toutes les entreprises de toute taille, peuvent intervenir sur cet appel à projet si vous avez justement des activités dans ce secteur. Il y a également l'appel à projet Fonds Vert, donc territoire d'industrie et transition écologique. Donc, ce qu'il faut savoir, là, comme vous pouvez le voir sur la carte, c'est que la quasi-intégralité de la Guadeloupe est éligible à ce dispositif, donc qui permet justement de pouvoir contribuer au développement des systèmes productifs durables, avec la volonté de s'inscrire dans une démarche ambitieuse et innovante au niveau environnemental. Alors, exemple de projet, protection de l'environnement, encore une fois, réindustrialisation de la chaîne de valeur industrielle pour la transition écologique. Les dépenses éligibles sont achat d'équipements et de machines, tout ce qui touche à l'amélioration des performances énergétiques et environnementales des outils de production. Cet appel à projet se termine également à la fin de l'année. Nous avons aussi, comme autre exemple de dispositifs qui existent au niveau national et en région Guadeloupe, le Fonds Chaleur, proposé également par l'ADEME, qui propose de nombreux appels à projets autour
vraiment de deux types de production de chaleur propre, entre guillemets. Hein, c'est la production de chaleur à partir d'énergies renouvelables, donc méthanisation, biomasse, solaire thermique, géothermie, et aussi récupération de chaleur fatale, c'est-à-dire émise par l'activité industrielle. C'est vraiment ces deux aspects de récupération de chaleur qui sont éligibles au financement. Le financement soit pour des études et ou des investissements, évidemment, pour qu'il y ait une traduction concrète, justement, de ces dispositifs et de ces projets. Donc, il est possible, comme je vous le disais également précédemment, de mailler les dispositifs de financement entre l'ADEME, le FEDER et également la région. Donc, ces différents appels à projets se terminent à la fin de cette année. Il y a également, là c'est un exemple justement qui illustre l'ère du temps, qui permet de mailler à la fois attrait touristique et transition écologique avec un financement proposé par la région Guadeloupe, qui permet justement aux porteurs de projets qui émargent dans cette thématique de pouvoir financer ces travaux de rénovation énergétique au niveau du service hôtelier. Voilà, avec un plafond d'aide à hauteur de 200 000 €, ce qui est assez conséquent pour ce secteur et pour ces types de projets. En termes d'exemple, dispositif d'eau chaude sanitaire comprenant un minima 50% d'énergie renouvelable. Également, le FEDER qui est toujours présent en Guadeloupe est également présent sur cette thématique de la transition énergétique et écologique, avec de nombreux items qui peuvent être dont les porteurs de projets peuvent faire appel au financement. Tous les porteurs de projets sont éligibles. Quand je dis tous, c'est structures publiques, entreprises privées, TPE, PME, bailleurs sociaux, sur cette thématique-là qui permet, sans rentrer dans le détail, de pouvoir financer tout ce qui est rénovation énergétique des bâtiments, une rénovation énergétique des bâtiments, gestion aussi de l'eau, qui est un enjeu majeur en termes de production industrielle et d'usage au quotidien, ainsi qu'un volet, je ne sais pas s'il y a des auditeurs dans cette thématique, qui visent aussi à préserver la nature et la biodiversité. Même principe que pour le premier volet du FEDER, les modalités de dépôt se font en deux temps, avec un pré-dépôt et un dépôt officiel après sécurisation avec le service instructeur. En parlant de l'eau, voilà. Donc il y a l'Office de l'eau de Guadeloupe qui peut proposer des financements sur vraiment, comment dirais-je, trois ciblages qui sont la gestion quantitative des usages de l'eau. Donc c'est vraiment limiter au maximum la quantité d'eau utilisée. Le second volet, c'est augmenter la qualité de l'eau pour que celle-ci soit la moins polluante possible et réduire les rejets, évidemment, pour ne pas gaspiller cette ressource. Le programme d'aide 2025-2030 n'est pas encore connu, ou alors à minima n'est pas encore publié. Néanmoins, ce que je viens de vous dire est toujours valable, parce qu'après échange avec leur service, les thématiques et les priorités de la précédente programmation 19-24 sont maintenues jusqu'en 2030. Voilà, donc ce qui laisse une visibilité et une temporalité assez longue pour pouvoir, comment dirais-je, proposer des projets ou alors muscler ces différents aspects autour de la thématique de l'eau. Enfin, le dernier volet que je vais évoquer avec vous, autour des ressources humaines, où, comment dirais-je, des financements sont également possibles au service de l'emploi, de la formation en continu des collaborateurs, également des demandeurs d'emploi, environnement, ainsi que des financements possibles autour de l'environnement de travail, qui est vraiment proposé en termes de financement. Voilà. Alors, donc, les types de projets, donc formation continue, comme ce qui a été évoqué, avec tout ce qui est chambre consulaire, organismes de formation qui sont éligibles, mais également des entreprises également, avec comme dépenses éligibles des frais de personnel, des frais de formation, sur des thématiques fortes autour de la parité femmes-hommes, la santé au travail, l'égalité salariale. Encore une fois,
pas encore une fois, mais disons comme ça rentre vraiment dans le programme de la programmation 21-27, hein, de la gestion FEDER et FSE+. Le FSE+, c'est un financeur majeur sur ces thématiques en Guadeloupe, avec vraiment comment dirais-je, des interventions financières au niveau de la promotion de l'emploi indépendant et de l'économie sociale et solidaire, la volonté d'améliorer la qualité et l'efficacité des systèmes d'éducation et de formation, et ce qui peut aussi peut-être plus vous intéresser au regard du profil du public qui nous écoute, vraiment un volet financement autour justement de la formation professionnelle qui se veut inclusive et de qualité, et surtout tout au long de la vie. Enfin, la région participe aussi directement financièrement sur ce dispositif, puisqu'elle propose un accompagnement financier pour les structures qui souhaitent recruter leurs docteurs. Donc là, du coup, il y a des liens entre les différentes thématiques, entre formation, emploi salarié, recherche et innovation. Voilà. Donc le taux maximum d'intervention est 50% du salaire du recruté. Donc à partir de maintenant, je vais laisser la parole à Anne-Sophie qui va parler justement du focus SIOP. Merci Quentin. Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme vous l'a précisé Quentin, pour ma part, je vais vous parler du CIOP. C'est un dispositif de défiscalisation qui est très intéressant pour les sociétés ultramarines qui souhaitent investir. Sans cette aide, il y a beaucoup de projets qui n'auraient pas pu voir le jour en raison d'un retour sur investissement insuffisant ou trop long. Tout d'abord, que signifie le CIOP? En fait, le CIOP, ça veut dire crédit d'impôt pour investissement productif en Outre-mer. Alors, j'ai intitulé cette slide une éligibilité pas toujours évidente. Je voudrais juste attirer votre attention sur le fait que de prime abord, les critères d'éligibilité, si on regarde les textes, nous paraissent simples. Sauf qu'en réalité, pour chacun des critères, et on va les dérouler ensemble, il y a toujours un grand principe et après, il y a plein d'exceptions. Les exceptions, elles sont issues soit d'autres textes qui régissent le dispositif, soit ils sont issus de beaucoup de jurisprudence parce qu'il y a eu beaucoup d'arrêts au niveau des tribunaux et des cours d'appel sur ces sujets-là. Conclusion, quand une société envisage d'investir, envisage un projet, c'est très difficile de statuer rapidement sur son éligibilité parce que d'abord, il faut vérifier si la société est bien éligible et ensuite, il faut vérifier si l'investissement est bien éligible. C'est pour cela que, fort de notre expérience et de notre expertise, on peut vous accompagner dans cette démarche car on maîtrise les textes, mais aussi on maîtrise toutes les exigences demandées par l'administration. Donc là, le but de ce webinaire, ce n'est pas d'aller voir toutes les fameuses exceptions, c'est vraiment d'étudier le dispositif dans ses grands principes. Donc, quels sont les critères pour pouvoir être éligible à ce crédit d'impôt? Premièrement, on va aller regarder si la société qui va porter le projet est bien éligible. Donc la loi, elle vous dit quoi? La loi vous dit que toute société, toute entreprise, quel que soit son statut juridique, quel que soit son effectif, quel que soit son chiffre d'affaires, peut bénéficier de ce dispositif. La condition, c'est qu'elle soit imposée à l'impôt, donc soit l'impôt sur les sociétés, soit l'impôt sur le revenu. Là, déjà, il y a plein d'exceptions parce qu'on vous dit que vous devez être imposé à l'impôt sur les sociétés, mais par exemple, les organismes d'HLM qui sont normalement exonérés d'impôt sur les sociétés peuvent quand même bénéficier du crédit d'impôt. Ça fait partie des exceptions et il y en a encore plein d'autres. Deuxième condition à valider au niveau de l'entreprise pour pouvoir bénéficier de ce dispositif, c'est que l'entreprise porteuse de projet exerce une activité, donc là c'est très large, industrielle, commerciale, artisanale ou agricole. Donc jusqu'ici, ça semble simple. Ensuite, il va falloir regarder si l'investissement envisagé est bien éligible au dispositif. En effet, le dispositif ne peut pas s'appliquer à tout type d'investissement. Là encore, la loi, elle donne une définition de l'investissement très large. Elle parle d'investissement productif.
Donc, quand on regarde les textes, qu'est-ce que ça veut dire un investissement productif? C'est acquérir ou créer des moyens d'exploitation permanents ou durables capables de fonctionner de manière autonome. Bon, ah bah, avec ça, donc voilà, il faut regarder les textes, la jurisprudence. Grosso modo, c'est quoi? C'est acquérir ou créer une immobilisation corporelle. Donc normalement, tout ce qui est incorporel, ce n'est pas éligible. Mais encore une fois, on a encore des exceptions. Il faut que notre immobilisation, elle soit amortissable. Donc, si ce n'est pas amortissable, normalement, vous ne pouvez pas bénéficier du dispositif. Et pareil, normalement, vous devez acquérir ou créer une immobilisation neuve. Concrètement, on parle de quoi? On parle d'acquérir des machines, du matériel, de faire certains travaux de rénovation, mais des travaux de rénovation lourds. Donc voilà, donc il faut réaliser un investissement donc avec cette définition-là et que l'investissement soit mis en service dans un DROM. Pour l'exercice, et ça c'est un truc important, les investissements concernés doivent être affectés à l'exercice d'une activité éligible, alors ça c'est la loi qui vous dit ça, au sens de l'article 199 B du CGI. Donc en gros c'est quoi? La loi va vous donner tout un tas d'activités éligibles. Donc, par exemple, tout ce qui est les secteurs de l'industrie, de l'extraction, hôtellerie, la pêche, les activités de loisirs, sportives, culturelles, ça, c'est des activités qui sont éligibles. Et puis après, non, tu vas un peu trop vite, Quentin. Et après, il y a un autre article qui vous donne un certain nombre de secteurs d'activité qui vont être exclus. Donc, par exemple, quand on fait de l'achat-revente, on n'a pas le droit de bénéficier du fameux crédit d'impôt. Tout ce qui est services fournis aux entreprises, on ne peut pas en bénéficier. La banque non plus, l'immobilier non plus. Mais pareil, dans l'immobilier, on a des exceptions. Donc voilà, c'est vraiment important, là j'insiste, au niveau de l'éligibilité, avant de dire c'est bon, je peux bénéficier du crédit d'impôt outre-mer, il faut vraiment se poser les bonnes questions et passer du temps pour vérifier l'éligibilité. J'ai essayé de trouver un petit peu des statistiques sur le sujet. Donc 60% de ces crédits d'impôt, de ce crédit d'impôt, pardon, et porte sur 4 secteurs d'activité. Il y a 20% de l'aide qui va récompenser des sociétés qui sont dans le secteur de l'industrie, 15% dans la construction, 13% dans le transport, 12% dans l'agriculture. Donc là, c'est vraiment les grands secteurs d'activité qui bénéficient du fameux crédit d'impôt. Quentin, si tu veux bien passer le slide, s'il te plaît, je te remercie. Donc, une fois qu'on sait qu'on est éligible au fameux dispositif, comment ça se matérialise? Comment on calcule ce crédit d'impôt? D'abord, il faut déterminer l'assiette du crédit d'impôt. Donc, l'assiette, c'est le montant des investissements. Donc, concrètement, c'est quoi? Ça va être le prix de revient inscrit au bilan qui sert de base au calcul de l'amortissement. À ce montant-là, vous allez rajouter certains frais, en déduire d'autres. Et ce qui est important, c'est que si votre immobilisation ou votre investissement a été financé pour partie par une aide ou une subvention, vous devez déduire de votre assiette la fameuse subvention. Là aussi, j'attire votre attention. On doit déduire une subvention qui a été obtenue à la clôture de l'exercice au titre duquel on demande le crédit d'impôt. Mais si jamais vous avez fait une demande de subvention, donc la demande est en cours, vous n'avez pas encore obtenu l'accord, vous devez quand même le déduire de l'assiette. Vous l'avez compris, on peut se faire financer un investissement à la fois sur le crédit d'impôt et à la fois par une subvention, mais on ne peut pas les cumuler. Il faut bien déduire la subvention de ma base de mon crédit d'impôt. Donc, tout ça, ça va vous donner une assiette, une base du crédit d'impôt. Et à ce crédit d'impôt-là, on va multiplier un taux, le pourcentage. Donc, Quentin, si tu veux bien passer le slide d'après. Donc, en fait, le taux d'imposition du crédit d'impôt, il faut différencier deux cas. Si vous êtes une société imposable à l'IS, votre assiette, vous allez la multiplier par 35% et ça va vous donner le montant de crédit d'impôt dont vous pouvez bénéficier.
Si vous êtes une société soumise à l'IR, l'impôt sur le revenu, il y a deux cas. Le cas général, le taux est fixé à 38,25%. Et si jamais vous réalisez votre investissement sur les territoires de Guyane ou de Mayotte, dans ce cas-là, le taux est majoré à 45,90%. Si on peut passer le slide d'après, donc une fois qu'on a déterminé le crédit d'impôt dont on peut bénéficier, comment on fait pour l'utiliser? Comme tout crédit d'impôt, déjà, on va l'utiliser au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est mis en service. Et là, j'ai deux cas. Premier cas, je paye de l'impôt. Donc, du coup, je vais pouvoir déduire mon crédit d'impôt du montant de l'impôt que je dois payer. Deuxième cas, mon crédit d'impôt est supérieur au montant de mon impôt. Donc, dans ce cas-là, c'est très intéressant. Je vais pouvoir remplir un formulaire et demander à l'administration fiscale de me rembourser l'excédent du crédit d'impôt ou le crédit d'impôt en totalité. Donc là, j'attire votre attention parce que ce dispositif, c'est un levier fiscal qui est très intéressant parce que ça peut vous permettre de dégager de la trésorerie si jamais le crédit d'impôt est supérieur au montant de l'impôt. Alors, une fois qu'on a déterminé tout ça, pareil, je voudrais attirer votre attention sur le fait que quelquefois, la procédure peut être très compliquée pour mettre en place le crédit d'impôt. Dans plein de cas, vous calculez votre crédit d'impôt et vous allez l'imputer directement sur vos impôts. Mais la loi vous dit que dans certains cas, vous devez accomplir des formalités supplémentaires. Premier cas, la loi vous dit que si vous êtes une société soumise à l'IS avec un chiffre d'affaires inférieur à 20 millions d'euros ou alors soumise à l'IR avec un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d'euros, dans ce cas-là, vous devez opter pour le dispositif. Comment ça se passe? Vous allez envoyer une lettre aux impôts en disant j'opte pour le crédit d'impôt ou alors vous allez cocher une case spécifique sur votre déclaration de résultat. Ce qui est important à ce stade, c'est qu'une fois que vous avez opté, si au sein d'un même programme, un même projet, vous avez plusieurs investissements, l'option, elle va être valable pour l'ensemble du programme. Deuxième cas où l'administration demande aux contribuables de remplir des obligations spécifiques, c'est dans le cas soit où l'investissement, le programme d'investissement est supérieur à 1 million d'euros, ou alors quand l'investissement concerne des secteurs dits sensibles. Donc là, la loi, elle énumère ce qu'elle considère comme secteur sensible. Donc, on va avoir le transport, la navigation de plaisance, l'agriculture, la pêche, la sidérurgie, l'hôtellerie. Quand vous investissez dans ces secteurs-là, peu importe le montant de votre programme, la loi, elle va vous impose de demander un agrément. Alors, c'est quoi un agrément? C'est un gros dossier qui est très complexe. Et que chaque contribuable va être obligé de monter et de déposer à l'administration fiscale en amont. Et il va falloir attendre que l'administration fiscale vous dise « OK, vous remplissez bien l'ensemble des conditions, j'accepte votre agrément, je vous autorise à bénéficier du fameux crédit d'impôt ». Sur ce point-là, je voulais juste, donc vous l'avez compris, il y a plusieurs... l'agrément, on va le demander que dans deux cas, mais j'ai retrouvé des statistiques par rapport au nombre d'agréments par département. Et je me suis aperçue que sur la Guadeloupe, si on compare le nombre d'agréments qui ont été déposés à l'administration fiscale comparé au nombre d'agréments qui ont été déposés dans les autres DROM, en Guadeloupe, c'est très faible. Donc, je me dis que voilà, c'est un dispositif qui est, et puis on le voit auprès de nos clients et de nos prospects, c'est un dispositif qui est peut-être sous-utilisé sur votre territoire. Donc c'est important de travailler dessus. Donc, si on passe à la slide d'après, donc qu'est-ce que nous demande l'administration quand elle vous demande de déposer un agrément? Eh bien, l'agrément, il doit respecter un certain nombre de conditions.
et c'est des conditions qui sont cumulatives. Vous allez devoir monter un gros dossier et prouver à l'administration, donc hormis le fait que votre société est éligible, que votre projet d'investissement est éligible au dispositif, il va falloir que vous prouviez 4 conditions cumulatives que je vais vous énumérer. Si jamais il manque une des conditions, l'administration est en droit de vous refuser l'agrément et donc de vous dire que vous ne pouvez pas bénéficier du crédit d'impôt. Donc, première condition, il faut que votre projet d'investissement, il présente un intérêt économique pour le département. Donc ça, il va falloir le prouver dans votre dossier d'agrément par rapport à des études de la concurrence. Il va falloir montrer la rentabilité économique de l'opération. Il va falloir montrer que votre projet d'investissement va avoir des retombées sur l'économie locale. Donc voilà, c'est vraiment, il va vraiment falloir prouver ça à l'administration. Deuxième condition, il faut que votre projet crée ou maintienne de l'emploi. Pareil, si vous avez un projet, mais il n'y a pas de création ou pas de maintien d'emploi, l'administration refusera l'agrément et vous ne pourrez pas bénéficier du fameux crédit d'impôt. Troisième condition, il va falloir que votre projet s'intègre dans la politique d'aménagement du territoire, de l'environnement et de développement durable. Donc là, il va falloir démontrer quoi? Que l'emplacement, les caractéristiques techniques ou esthétiques de votre projet respectent l'environnement, respectent les sites naturels du département. Et enfin, il va falloir montrer que votre projet garantit la protection des investisseurs et des tiers et qu'elle ne fait pas peser sur eux des risques qui ne sont pas évalués. En plus de ce gros dossier-là, avec toutes ces informations-là, l'administration fiscale demande de produire, à l'appui de la demande d'agrément, tout un tas de renseignements, tout un tas de documents, des documents comptables. Ils vous demandent de produire des liasses, de produire des documents comme quoi vous êtes à jour de vos obligations fiscales et sociales. Donc, c'est vraiment un dossier qui est très lourd. Et puis aussi, il va falloir que vous engagiez, donc pour pouvoir bénéficier de l'agrément, que vous vous engagiez sur plusieurs choses. Premièrement, il va falloir vous engager à conserver les investissements et conserver leur affectation. On a vu tout à l'heure que vos investissements, ils doivent être affectés à un secteur d'activité éligible. Et du coup, vous devez vous engager à conserver vos investissements et son affectation pendant un certain temps. Le temps, il est donné par la loi et le temps, il peut être de 5 à 15 ans en fonction des types d'investissements. Et aussi, autre point très important, quand vous bénéficiez, vous demandez à bénéficier de l'agrément, vous devez vous engager à respecter toutes vos obligations fiscales et sociales, notamment déposer vos comptes, etc. Donc là, ce que j'essaye de vous montrer, c'est quand même que c'est des dossiers qui sont quand même très, très longs, où il y a une masse d'informations très importante et il y a beaucoup d'exigences de la part de l'administration. Une fois que votre demande de dégrèvement, votre dossier d'agrément est prêt, et du coup, vous allez le déposer. Donc ça, il faut savoir que l'agrément, il faut toujours le déposer en amont, donc avant le début de la réalisation de votre opération. Donc, si vous comptez acquérir des biens meubles, c'est avant la commande ou la mise en fabrication des immobilisations. Et si c'est par rapport à un immeuble, il va falloir déposer la demande d'agrément avant l'ouverture du chantier. Comme je vous l'ai indiqué, l'agrément, on le dépose auprès de l'administration fiscale. Donc, si votre investissement est supérieur à 10 millions d'euros, c'est le ministère chargé du budget qui va instruire votre dossier. Donc, il y a un bureau à Bercy qui est spécialisé dans les agréments. Donc, il va falloir déposer votre demande d'agrément à ce bureau-là. Si jamais votre investissement est inférieur à 10 millions d'euros, pareil, ce sera les impôts, mais ce sera en local. Donc, c'est eux qui examineront votre dossier d'agrément. Quel est le délai pour qu'ils vous répondent? Le délai, il varie. C'est 3 mois pour le ministre du budget et 2 mois quand c'est en local. Quelquefois, il peut arriver que, en instruisant votre dossier, l'administration s'aperçoit qu'il manque encore des documents ou ils ont besoin de précisions complémentaires. Donc, ils peuvent être amenés à vous redemander des informations. Et là, à nouveau, le délai qu'ils avaient est reconduit pour la même durée, donc 3 mois ou 2 mois en fonction des types de l'administration. Donc, une fois que vous avez votre dossier d'agrément, c'est bien, encore faut-il le garder.
Donc là aussi, j'attire votre attention que ce n'est pas parce qu'on a l'agrément et donc l'autorisation d'imputer notre fameux crédit d'impôt que ça y est, tout est gagné. Il faut savoir que dans certains cas, l'administration, même après vous avoir accordé l'agrément, peut être amenée à revenir dessus et soit à vous retirer l'agrément et à reprendre le crédit d'impôt. Ça arrive dans 2 cas. Si jamais, lors du dépôt de la demande d'agrément, vous avez fourni des renseignements qui sont faux et que l'administration s'en aperçoit par la suite, elle peut vous retirer l'agrément. Ou alors, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il y a un certain nombre d'engagements à tenir. S'ils ne sont pas respectés, l'administration peut revenir sur ses pas, vous retirer l'agrément, reprendre le crédit d'impôt. Et donc, elle peut le faire pendant 3 ans jusqu'à la fin de la 3e année qui suit la rupture des engagements ou le non-respect des conditions. Voilà pour ma partie. Je reste à votre disposition à la fin de la présentation pour toute question et je laisse la parole à Christophe qui va vous parler du crédit d'impôt recherche et crédit impôt innovation. Merci Anne-Sophie. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Christophe Cinquin. Je suis responsable de la fiscalité de l'innovation chez DL Développement et on va surfacer un vernis sur ces 2 dispositifs et on va voir la différence. Alors premièrement, crédit d'impôt recherche. Ce dispositif est ouvert à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. L'objectif de ce dispositif est de financer une activité qui va au-delà des connaissances existantes et qui est créatrice de connaissances nouvelles elle-même. Elle correspond au développement ou à l'amélioration de produits ou de procédés. Quentin, s'il te plaît, voilà. Et pour ce faire, il faut, avant de se lancer dans les travaux, avant d'inventer la roue, il faut voir si la roue existe. Il faut établir un état de l'art sérieux, savoir l'état de l'art étant l'état des connaissances disponibles. Est-ce que les connaissances disponibles sont suffisantes pour parvenir à ce développement ou l'amélioration de produits et procédés? Et l'écart entre l'état des connaissances disponibles et l'objectif que vous assignez doit vous faire définir des verrous techniques et technologiques. Ces verrous techniques et technologiques vont être levés par une démarche expérimentale qui consiste à poser des hypothèses et à les vérifier par l'expérience. Il faut vérifier si ces hypothèses étaient valables ou pas. Il faut les challenger. Voilà pour la démarche crédit d'impôt recherche. Le crédit d'impôt innovation est assez différent. Lui, donc, est réservé aux PME communautaires. Il finance le développement d'un produit nouveau sur le marché. Donc, on va voir ce que signifie produit nouveau sur le marché. L'assiette est plafonnée à 400 000 € par an et par entité juridique. Et ce dispositif vient d'être reconduit jusqu'au 31/12/2027. Donc, produit nouveau sur le marché, cette phrase est courte, il n'y a que 5 mots, et pour autant, il faut définir 2 mots importants. Alors, produit s'entendant comme matériel ou immatériel, et la nouveauté, Quentin s'entend sur... Quentin, ça... Non, juste avant, là. Donc, la nouveauté s'entend comme une première sur le marché, ou comme une performance améliorée des produits concurrents ou des gammes antérieures. Il ne faut pas se contenter de copier quelque chose qui existe déjà, mais bien d'avoir quelque chose qui est bien plus performant sous 4 axes qui nous sont autorisés. Le marché s'entend comme l'entreprise et sa concurrence. D'accord Non, tu vas juste un petit peu trop vite. Voilà, il faut se mettre du point de vue du consommateur pour savoir si territorialement le marché est existant ou pas. Et ensuite, il faut réaliser un prototype de ce fameux produit pour en mesurer les performances. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on affirme que son produit a des performances améliorées par rapport aux gammes antérieures ou à la concurrence, il faut mesurer ces performances et démontrer que ces performances sont effectivement supérieures à ce qui existait avant. Ensuite, les dépenses et les calculs. Donc, brièvement, les dépenses. Le premier poste de dépenses sur le crédit d'impôt recherche sont les frais de personnel, sont les salaires des chercheurs, des ingénieurs, des techniciens qui concourent au projet. Il y a eu un changement de loi de finances pour 2025 qui modifie un petit peu, qui réduit un petit peu l'éligibilité des dépenses. Mais voilà, le poste important, c'est les dépenses de personnel. On a le droit aussi à des dépenses de matériel, à la sous-traitance agréée.
La normalisation, on avait le droit au brevet à la veille technologique qui a été supprimé pour les dépenses pour 2025. On déduira les subventions publiques de recherche et les avances remboursables. Pourquoi? Parce que l'État ne va pas vous payer 2 fois une même activité. Et on déduira aussi, la loi nous oblige à déduire les honoraires des cabinets de conseil. Ces assiettes ne sont pas plafonnées en crédit d'impôt recherche. Ensuite, crédit d'impôt innovation. Donc, juste rappeler que ce dispositif est réservé aux PME communautaires et est reconduit jusqu'au 31/12/2027. La loi de finances n'a pas modifié le calcul, enfin en tous les cas l'état des dépenses entre 2024 et 2025. Le poste de dépense principale reste les salaires, donc le poste de personnel. Nous avons le droit au matériel en cours d'amortissement, à la sous-traitance agréée C2I, brevet, certificat d'obtention végétale sur les dessins et prise, maintenance, défense et acquisition de brevets est éligible en 2024 et reste éligible en 2025. On déduira là encore les subventions publiques de recherche et les avances remboursables, ainsi que les honoraires des cabinets de conseil. Ces dépenses sont plafonnées à 400 K par entité juridique et par an. L'incitation d'aide en crédit d'impôt recherche, il y a une différence entre la métropole et les DOM. Les DOM bénéficient d'un taux dit bonusé. Pour 2024, tout comme en 2025, les DOM bénéficient de 50% de l'assiette que l'on vient de voir, jusqu'à 100 millions € d'assiette, puis 5% au-delà. Pour information, le taux d'incitation est moindre en métropole, il est de 30%. Le C2I, le taux d'incitation est vraiment extrêmement important, les DOM, puisqu'il est de 60%, que ce soit pour 2024 ou pour 2025, de l'assiette des dépenses qu'on vient de voir. Juste la loi de finances en métropole a réduit ce taux assez fortement, qui passe de 30% à 20% en 2025. Déclaration et crédit d'impôt. Alors, il est possible de valoriser les 3 dernières années civiles clôturées. Donc, on peut encore valoriser 2022 et 2023 jusqu'au 31/12/2025. Qu'elles aient été déposées déjà, on peut les rectifier, c'est légal. On peut les déposer s'il y a eu un oubli de dépôt. Et 2024 également jusqu'au 31/12/2025. L'utilisation, classiquement, c'est un crédit d'impôt, donc il vient réduire, il vient s'imputer sur l'impôt sur les sociétés de l'année. Ça fonctionne aussi sur l'IR. À défaut d'impôt, le crédit d'impôt non imputé est imputable sur les 3 prochains IS, puisqu'il reste un montant de crédit d'impôt non imputé à l'issue de ces 3 ans supplémentaires. On peut en demander la restitution à son centre des impôts. Notion très importante pour les PME, on n'attend pas 3 ans, le crédit d'impôt non imputé peut être demandé en remboursement dit immédiat. Ce dispositif est un dispositif fiscal, il est donc normal qu'il soit soumis à un contrôle fiscal possible qui peut s'étaler jusqu'à 3 ans suivant le 31/12 de l'année du dépôt. Donc, pour être très clair, un CIR 2024 qui vient d'être déposé en mai 2025 est contrôlable par l'administration fiscale jusqu'au 31/12/2028. Il faut donc, quand vous optez à ces dispositifs, avoir un dossier complet, tant sur le fond que sur la forme, sur la partie financière et sur la partie technique et scientifique. Voilà pour ce vernis. Je repasse la parole à Alexis. Donc, nous allons pouvoir passer aux questions, réponses. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je crois qu'il y a une question sur la possibilité de cumuler les différents dispositifs de financement public, subventions, défiscalisation, crédit d'impôt recherche, innovation, et comment procéder si on souhaite cumuler ces différents financements. Oui, je peux répondre. Oui, alors ces dispositifs sont cumulables. Effectivement, il y a des règles, c'est-à-dire que la règle générale est la règle qu'on a vue, c'est-à-dire que les subventions perçues sont déductibles des crédits d'impôt, effectivement.
c'est de l'argent public, donc il ne vient pas alimenter deux fois un même périmètre de dépenses, tout en sachant que les subventions, les crédits d'impôt n'ont pas la même temporalité, ne s'inscrivent pas dans le même temps sur une vie de projet. Il y a ces dispositifs, pour certains, sont dits amont, c'est-à-dire s'intéressent beaucoup à l'avant des travaux. Et le crédit d'impôt recherche, par exemple, vient après. C'est un dispositif aval qui rembourse des dépenses déjà constatées. Et je vois une autre question. Quels sont les dossiers que nous avons déjà montés en Guadeloupe? Alors, sans donner des noms de clients, Christophe, est-ce que tu peux peut-être donner des exemples de typologie de dossiers qu'on a pu déposer, notamment sur le crédit d'impôt recherche ou innovation? Alors, on travaille beaucoup avec l'agronomie et l'agroalimentaire. Voilà, avec des grands groupes, des structures dont vous connaissez forcément les noms, et ou aussi des plus petites structures et des TPE et PME. On travaille dans le bâtiment, BTP, travaux publics, on travaille dans l'industrie, industrie lourde, transformation de matières premières. On travaille dans la rénovation énergétique aussi. On travaille dans l'informatique. Donc on maîtrise bien ces thématiques techniques et scientifiques, ces investissements. On collabore euh, très bien avec la région sur le côté subvention, avec l'administration fiscale aussi sur les côtés crédit d'impôt. Voilà. Alors, je vois une question sur les moyens de traitement des dossiers. J'imagine quel est le délai moyen de traitement des dossiers? Alors, oui, je continue alors. Sur la partie, on a vu, il y a des temporalités très très différentes en subvention, en crédit d'impôt outre-mer ou en crédit d'impôt euh, recherche innovation. Sur la partie subvention, on intervient avant les travaux. On peut avoir des pré-dépôts puis des dépôts. On demande les subventions. Ensuite, les subventions sont perçues au fur et à mesure que les travaux, que les investissements ont lieu. Sur la partie crédit d'impôt outre-mer, on a vu des agréments à obtenir avant les travaux. Et là également, on peut avoir des montants de crédit d'impôt au fur et à mesure. Et sur la partie crédit d'impôt recherche, ça vient après les travaux. Donc on travaille sur un remboursement de dépenses des projets sur une année civile donnée. Sur la partie CIR C2I, si on parle de remboursement immédiat, il faut en Guadeloupe quelques mois, un tout petit peu plus de 6 mois pour se voir rembourser son montant de crédit d'impôt par sa trésorerie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vois une question. Une entreprise en création peut-elle prétendre aux subventions? Oui, merci pour cette question. Alors, une entreprise en création peut tout à fait mobiliser, enfin, en tout cas, tenter de déposer un dossier pour avoir un financement public. En tout cas, il faut vraiment qu'elle soit créée. Ça, c'est important. Après, c'est vrai que dans l'idéal, les financeurs publics demandent souvent les éléments administratifs, notamment les liasses fiscales et les bilans sur les 3 dernières années. Donc, théoriquement et techniquement, c'est possible, même si le financeur public, par expérience et par sécurité de son financement, préfère quand même financer des structures qui existent déjà depuis quelques années. Mais encore une fois, je répète, c'est tout à fait possible.
Alors, je ne vois pas d'autres questions, Pas d'autres mais questions. n'hésitez pas. N'hésitez pas si vous souhaitez encore en poser. Sachez que alors, je vois des questions sur le mode de rémunération de notre cabinet. Alors, sur toutes les questions un peu plus spécifiques sur notre manière de travailler, je vous propose d'échanger directement avec les personnes intéressées à l'issue de ce webinaire. On vous explique comment on travaille. Donc, j'en profite pour dire que nous restons à votre disposition pour toute question, pour tout échange suite à ce webinaire. Voilà, donc mes coordonnées vont être affichées à l'écran. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter. Elles ont disparu, mais elles vont revenir. Je vois quand même une dernière question. Avez-vous déjà accompagné de nouvelles entreprises pour la demande de subvention? Encore une fois, merci pour cette question. Nous accompagnons tout type d'entreprise, qu'elles soient nouvelles, anciennes, PME, grands groupes, start-up. Nous avons les outils pour accompagner tout type d'entreprise, y compris sûrement la vôtre. Mais comme le disait Alexis, je vous invite à nous contacter directement pour pouvoir avoir un échange direct et ciblé sur votre projet. Voilà, donc nous vous remercions de votre écoute. Merci à tout le monde pour votre participation. Et donc, nous vous ferons parvenir la présentation, si vous le souhaitez, à l'issue de ce webinaire.